prononcer des mots de bienvenue devant une salle comble de 238 personnes est évidemment un premier motif de fierté pour le président de la Société d'Histoire que je suis. Mais je voudrais aussi présenter des excuses à tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la salle en rappelant qu'il faut s'inscrire longtemps à l'avance pour toutes les conférences. Je salue le maire de Molsheim qui vient d'arriver, président de la communauté de communes, et je salue également Mme Jean-Bert, conseillère départementale, qui nous fait aussi le bonheur d'être avec nous. Je remercie comme d'habitude le trèfle pour la salle qu'il nous donne, en particulier ce soir Camille. Julien, technicien habituel, est encore en vacances. Enfin en vacances, non, il est malade. Afin de participer dignement au cycle commémoratif du 80e anniversaire des débarquements de la Libération et de la Victoire, la CHAM s'est fortement mobilisée en s'appuyant comme d'habitude sur ces deux piliers. Le premier, ce sont les conférences. Nous en sommes ce soir à la 3e, après celle du professeur Grandhomme sur les incorporés de force dans la Kriegsmarine, et celle de Jean Bourcard sur le général de Lestrin, premier chef de l'armée secrète. Il y en aura bien d'autres jusqu'à la fin du printemps 2025. Pour beaucoup, la libération de l'Alsace est incarnée par la charge héroïque de la 2e DB du général Leclerc vers Strasbourg. En hissant le drapeau français sur la cathédrale, le spahis Cédric Lebrun concluait le serment de Koufra. C'était le 23 novembre 1944. Si l'image symbolique est marquante, elle n'est pas une conclusion, car il a encore fallu 100 jours pour chasser définitivement hors d'Alsace les derniers soldats allemands qui résistaient farouchement. En fait, l'histoire de la libération de l'Alsace est complexe, et celle du territoire de notre société d'histoire l'est aussi. Pour l'étudier au mieux, sous tous les aspects, pour réactualiser toutes les connaissances, pour faire de nouvelles découvertes, et enfin les cristalliser au stade actuel, nous avons donc décidé de réaliser un ouvrage collectif intitulé « L'avancée des troupes américaines et françaises dans la vallée de la Bruche et le Piémont des Vosges, secteur de Marenheim, Molsheim, Rosheim, entre novembre 1944 et février 1945. C'est le deuxième pilier de nos publications. Nous avons donc mobilisé toutes les forces vives de la région, du secteur, et j'ai la grande fierté de dire que toutes les forces vives sont là. Quand je parle des forces vives, je parle évidemment de ceux qui avaient déjà travaillé pour le 60e anniversaire, à savoir Alphonse Trossler, Grégory Oswald, ceux qui ont commencé à travailler plus tard et qui sont tous des spécialistes dans le secteur. Vous connaissez bien évidemment Bernard Bourg, Jean Bourcard, depuis sa dernière conférence, Luc Heinrich qui est le graphiste du bouquin qu'on va sortir, évidemment Frédéric Naudufour, qui est un des piliers de nos manifestations. C'est la deuxième fois qu'on remplit la salle comme ça. La première, c'était lorsqu'on parlait d'épuration avec Frédéric. Donc, la conférence de ce soir va être un peu particulière dans la mesure où le livre qui est sorti, je l'ai là-bas, enfin, le BAT est sorti, le livre n'est pas encore sorti, sortira à peu près pour le 10-15 décembre, ce sera donc un très beau cadeau de Noël. Il y a tellement de photos et tellement d'écrits dans le bouquin qu'il est 2 fois plus épais que le Saison d'Alsace qui vient de sortir. Il fait 192 pages. Et vous avez plein de choses à découvrir. Et on va commencer en demandant à Grégory de prendre la parole. Non, je crois que j'ai encore des choses à dire, Grégory, à revenir un peu en arrière. Donc c'est un ouvrage collectif. Pourquoi collectif? Parce qu'on a associé la Société d'Histoire et d'Archéologie de Molsheim, le Fort de Mutzig et les Amis de Rosheim. On a obtenu un large soutien local et régional de la ville de Molsheim, de la CEA, de la région Grand Est, et on a même été labellisé officiellement en tant que, attendez, je vous donne les termes exacts, on a bénéficié du label officiel de la mission du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire. Donc c'est pas rien. Grégory, je te donne la parole. Bonsoir et merci. Merci à tous. Je m'associe évidemment aux salutations que le président vous a déjà faites. Aux remerciements, j'ai peur d'oublier tout à l'heure, je remercie évidemment mes collègues, les auteurs, que je n'ai pas ménagés depuis 6 mois.
Luc a commencé à s'intéresser à la Libération en 1994 pour le 60e anniversaire, évidemment, Alphonse Trotzler, Bernard et d'autres. Et puis on a tous, jusqu'à présent, travaillé dans notre coin. Je pensais qu'il était opportun de se retrouver, de travailler ensemble, puisque ce territoire qui vous est cher est riche en histoire, bien sûr, mais riche aussi en chercheurs. Et c'était un réel plaisir, en tous les cas, du fond du cœur. Je le remercie, je ne les ai pas ménagés, mais de la confiance qu'ils m'ont accordée. Je remercie aussi toutes les personnes, il y en a une bonne soixantaine, certaines sont dans la salle, qui nous ont prêté des documents, déniché de documents, aidé parfois loin, aidé parfois de manière proche. En tous les cas, que vous soyez liés à cette thématique, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu nous prêter des documents ou nous aider. Merci aussi à toutes les communes concernées, il y en a à peu près 75, de Vasselonne au nord à Aubernay au sud, des portes de Strasbourg au fond de la vallée, qui toutes sont représentées ou citées dans le livre. On a encore rajouté, pour essayer de se faire pardonner la parution tardive, un index. Donc vous retrouvez la plupart de vos communes, évidemment, liées aux événements qui étaient à ce moment-là dans le secteur. Alors oui, 80e anniversaire de la Libération. Un anniversaire un peu particulier dans la mesure où les derniers témoins s'en vont, dans la mesure où certaines archives sont aussi maintenant enfin accessibles et apporter aussi un regard nouveau. Jusqu'à présent, si on reprend les principales contributions, le 50e anniversaire, le 60e anniversaire, on s'est surtout intéressé aux Américains, parce que la région de Molsheim est un petit peu à la limite entre le secteur au nord de Molsheim, plutôt libéré par les Français pour simplifier, la vallée de la Bruche plutôt libérée par les Américains. Donc on oubliait un petit peu les Français, et puis on oublie très souvent aussi ceux qui sont en face. Même si c'est la débandade, même si évidemment c'est les méchants qu'on essaye de chasser de notre territoire, il ne faut pas forcément les oublier. Donc les archives allemandes qui ont souvent été oubliées méritent aussi ou apportent un point de vue complémentaire. Alors à défaut de l'ouvrage, je suis le premier à regretter ce soir qu'il ne puisse pas être disponible. On a fait le maximum, mais encore effectivement, il sera peut-être là pour la Saint-Nicolas. Allez, croisons les doigts. En tous les cas, il existe physiquement, il y a un exemplaire relié, il y a encore quelques coquilles, mais pour vous montrer que c'est pas du faux. Voilà en tous les cas la couverture. Effectivement, on s'est posé plein de questions. Un titre, parce que lorsque les Alliés arrivent chez nous au mois de novembre, en gros entre le 23 et le 26 novembre, la vallée de la Bruche est libérée, ça va encore se prolonger de par le stationnement des troupes. Bien sûr, la guerre s'éloigne, mais au sud de l'Alsace, du côté de Colmar entre autres, il se passe des choses, et assez rapidement, d'autres unités vont stationner dans le secteur, donc 3 mois. 3 mois pour 192 pages, ça aurait pu être 500, ça aurait pu être beaucoup plus. On a essayé de vous proposer une synthèse. Ce n'est pas une étude exhaustive, oh que non, mais à travers les sources, les bibliographies, vous pouvez, si vous le désirez, aller un petit peu plus loin. Le choix de la couverture aussi était compliqué. Parce que si on met du Molsheim, des gens de Rossheim nous disent c'est pas pour nous, etc., etc. On a essayé de trouver quelque chose de neutre. On n'a pas trouvé la photo idéale. On aurait bien voulu qu'il y ait à la fois une alsacienne, des maisons à colombage, etc. Représentative du secteur, c'est difficile. Donc voilà, c'est une unité française du régiment de marche du Tchad. C'est du matériel évidemment américain. Certains aussi parfois récoltaient des souvenirs de cette drôle de croix gammée qui est dans l'ouverture de l'obusier, n'y accordait pas d'importance. Et puis, oui, notre secteur géographique, comme dit, je l'ai décrit tout à l'heure. Bien sûr, un petit résumé sur le dos et le maximum de photos dès la couverture. Ici, les principales localités, mais on ne s'est pas gêné sur les rabats, le doigt est allé un petit peu vite, sur les rabats de l'ouvrage, de proposer aussi plein de photos. Dans le désordre, Molsheim, le Mont Saint-Odile, Rossheim, le camp de Natzweiler, l'hôpital de Butzig, Ittenheim, Schirmeck, Marlenheim, je recommence en haut, Dutlenheim, Salp, Dorlisheim, le fort de Butzig. Toutes vos localités ne sont pas représentées, mais évidemment, dès le rabat, on a envie de feuilleter le livre. C'était évidemment de manière tout à fait intéressée. Alors, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à la fois très simple et très compliqué. Avec ça, vous avez presque tout, et c'est ce qu'on a essayé de simplifier. Comme dit, les numéros renverront aux différents chapitres. J'en reparlerai dans le détail, mais en gros, les premiers arrivés sont les Français de la 2e DB par Dabo,
qui arrivent en plaine d'Alsace, du côté de Wasselonne, pendant que d'autres, évidemment, vont vers Strasbourg. De Strasbourg, libéré non pas le 22 novembre, la rue du 22 novembre, c'est 22 novembre 1918. Leclerc espérait arriver le 22 novembre. Les Strasbourgeois ne le reprochent pas d'être venu un jour plus tard. Donc le 23 novembre à Strasbourg. Le 24 novembre, je vous parlais tout à l'heure d'une patrouille de la 2e DB, il passe par là. Parallèlement, la veille, il y a d'autres éléments qui surveillent le canal de la Bruche, j'y reviendrai. Et puis ensuite, les troupes françaises qui se dirigent vers le sud. 23 novembre, les Français à Strasbourg. Le 23 novembre, les Américains sont encore à Salles. Il faudra même plusieurs cartes. On a essayé de synthétiser. Quand je parle de cartes, je m'adresse tout de suite à Luc Heinrich, qui s'est cassé les yeux, qui a pris des heures à créer de nouvelles cartes. Il y a une dizaine de nouvelles cartes. On a souvent contredit les cartes officielles, parce que dans un souci de simplification, on va parfois un petit peu vite, c'est complexe. En tous les cas, pour la vallée de la Bruche, la Bruche, qui nous réunit tous, constitue un petit peu un barrage naturel. De nombreux Américains ont commencé par la rive gauche, donc Schirmeck, Vich, Urmatt, vers Dinsheim et évidemment Witzig-Molsheim, tandis que d'autres, pratiquement concomitamment, soit du côté du Struthof, Grendelbruch, une fois que le verrou de Grendelbruch a sauté, vers Rossheim et vers Obernai. Pour simplifier, on part le 23 de Salles, et le 26, on libère Witzig, Molsheim, Rossheim, Obernai. Voilà pour le programme, voilà ce que vous retrouverez dans le livre. Pour rappeler évidemment un petit peu ce qu'ont fait mes collègues, on a saucissonné l'ouvrage en 5 parties. La première, qu'est-ce qui se passe juste avant que ça commence? Qu'est-ce qui se passe côté alliés, alliés sous-entendu américains et français? Ça a l'air simple comme ça, mais certains alliés ont débarqué sur les plages du débarquement. La 2e DB, par exemple, au mois d'août, arrive par les plages du débarquement, alors que d'autres Français vont par l'Italie débarquer en Provence. Donc il y a déjà un état des sources à faire du point de vue allié. C'est Jean Bourcard qui s'y est collé. L'autre côté, Luc a parlé des différentes unités, des 2 lignes fortifiées, Fort Vogesen-Stellung et Vogesen-Stellung, qui n'étaient pas tout à fait terminées. Et puis, juste avant que ça démarre, il faut rappeler qu'il y a quand même une résistance intérieure en Alsace, du côté des Grendelbruch entre autres, qu'il y a eu de nombreux bombardements. Il y a encore des Allemands de Mannheim, de la Ruhr, qui étaient réfugiés dans notre secteur, etc. etc. Le 2e chapitre, c'est sur la présence des Français dans le secteur, la 2e DB. Donc, entre Vaugérin, Pierre Valentin commence par justement l'arrivée. On a essayé de faire du chronologique. C'est pas toujours évident, rappelez-vous toutes les flèches de tout à l'heure. Donc Pierre Valentin nous parle de l'arrivée des troupes françaises de Obersteingen le long de la Aussig jusqu'à Marlenheim. Parallèlement, Jean Bourcard nous parle, et ça c'est quelque chose de totalement inédit. On ne savait pas trop ce qui se passait entre Strasbourg et Molsheim, surtout le long du canal de la Bruche, il vous en parlera tout à l'heure. Le 23 novembre qui correspond à la prise de Strasbourg évidemment, et le lendemain, cette fameuse patrouille. On va dire que les premiers libérateurs, les premiers venus à Molsheim étaient le 24 novembre. Finalement, Molsheim n'a été libéré que le 26 novembre. Et puisqu'il y a une présence importante des militaires français dans le secteur, il va se passer encore des choses. On se réunit en gros pour aller de Strasbourg vers Molsheim et puis vers le sud dans la région d'Obernai. Donc d'abord les troupes françaises et parallèlement, si je puis dire, les troupes américaines, la 3e division d'infanterie américaine qui descend tout doucement dans la vallée de la Bruche. Vous connaissez les localités, Salles, Schirmeck, Molsheim, etc. Un premier chapitre général. Il découvre aussi, merci à Alphonse de nous avoir sensibilisés à ce sujet. Alors, les camps Schirmeck, d'une part, et le camp du Struthof ne sont pas libérés, comme malheureusement les Alliés feront des terribles découvertes un petit peu plus loin en Allemagne. Ils sont vides, enfin, ils ont été évacués. Alphonse vous en reparlera peut-être tout à l'heure, et les 2 grandes localités. Mutzig, il a fallu 24 heures à cause d'un barrage anti-char à l'entrée de Mutzig. Donc ils sont à la sortie d'Insheim à l'entrée de Mutzig le 25 au soir, mais ce n'est que le 26 que Mutzig est libéré. Molsheim s'est libéré chez nous, mais il faut encore une dizaine de jours pour libérer le fort. Bernard interviendra sur ce thème tout à l'heure. Le 3e chapitre, ou la 3e partie plutôt, ce sont les Américains au nord de la Bruche, et
au sud de la Bruche, c'est-à-dire sur la rive droite. De bar en bar, Schirmeck, on arrive à Grendelbruch, où effectivement il y a des barrages. Il y a aussi des morts américains à Grendelbruch. C'était une petite découverte, entre guillemets. Et de là, d'une part Rosheim, Rosheim-Dorisheim, et d'autre part par Ottrott, Klingenthal, la région d'Obernai. Enfin, les conséquences de la guerre. Les militaires sont là, mais le stationnement des troupes, surtout américaines dans le secteur, amène à des rencontres, amène une présence côté américain, présence côté français. Et puis à Mutzig, vous avez des casernes. Ces casernes étaient vides, elles ont été utilisées pour soigner des milliers de blessés. Je dis bien des milliers de blessés. C'était aussi une découverte, si je puis dire, de ces recherches. La guerre est finie, les autorités reviennent tant qu'elles peuvent. Il y a des problèmes économiques pour relancer nos usines qui sont vides. La main-d'œuvre n'est pas encore tout à fait là. Et puis il y a le début des règlements de compte. Et le dernier chapitre est celui d'un chapitre qui démarre fin 1944 mais qui va se prolonger bien au-delà, à travers effectivement Frédéric Nau-Dufour qui nous parle de l'épuration dans la vallée de la Bruche. Voilà le programme, on aurait de quoi vous monopoliser au moins jusqu'à minuit, ça n'était pas le but de cette soirée. Le but était de vous donner envie de se revoir, peut-être à d'autres moments, surtout quand on n'a pas le bouquin, donc il faudra de toute façon qu'on se revoie. On voulait surtout vous présenter, c'était une idée de Frédéric, on s'est dit comment on va faire, on est 7, on va se battre, on va tirer au sort, non. On a chacun choisi une image, lié à la thématique qu'on a essayé de trouver. Comme dit, il y en a 253 dans le livre, couverture comprise. Juste quelques mots sur celle qui se trouve sur la page de couve, j'en ai déjà un petit peu parlé. Comme dit, c'est un obusier, donc un blindé qui va tirer des obus. Le canon est très court, ils ont récolté dans les environs. Les Alliés étaient très friands de souvenirs, si je puis dire, de ceux qu'ils venaient de chasser. Donc ce sont des hommes qui font tous partie de la même unité. C'est aussi compliqué quand vous avez des hommes en armes ou des photos. C'est quoi? Tous ceux-là font tous partie du régiment de marche du Tchad. C'est à Grisheim, une photo relativement neutre. Et l'agrandissement, profitez-en parce que sur le livre, elle sera toute petite. On montre tout un tas de petits détails, les gamelles par exemple, qui sont positionnés, les vestes, etc. Tous ces objets de la vie quotidienne, tous ces témoignages aussi qu'on a essayé de rendre vivants à travers l'ouvrage. Je n'ai que trop parlé, je vais peut-être laisser la parole à certains de mes collègues pour progressivement. On a aussi, certains reviendront en avance, enfin en avant ou en arrière. On a essayé de présenter ces documents un petit peu chronologiquement pour essayer de vous raconter, si je puis dire, dans le détail la même histoire que je vais présenter un petit peu vite. Merci, à tout à l'heure. Monsieur le maire, cher président, chers amis et amateurs d'histoire et d'histoire locale. Donc 10 minutes pour vous parler de cette photo et vous parler un petit peu de mes recherches. On l'a évoqué juste avant, vous connaissez donc la libération de Strasbourg, vous connaissez les poupées de Maurice Lebrun, donc Spahis au 1er régiment de marche, le Spahis marocain, qui avec 3 de ses camarades va monter les 3 couleurs au petit matin au sommet de la flèche de la cathédrale. Eh bien, ce Spahis, qui était marque à Strasbourg, a d'autres frères d'armes, et ces frères d'armes appartiennent donc à ce 1er régiment de marche de Spahis marocain, et dans ce régiment, il y a un capitaine, le capitaine Da, officier de cavalerie, Saint-Cyrien, qui commande au sein de ce régiment un détachement particulier, et là je vais faire assez court parce que c'est parfois assez compliqué, vous en rendrez compte dans l'ouvrage. Eh bien, ce capitaine commande un détachement particulier qui a pour mission de participer à la reconnaissance de l'effort principal donné par le général Leclerc pour la prise de Strasbourg. Donc en clair, son métier avec ses hommes et ses camarades, c'est de jouer un petit peu le rôle de celui qui lève le gibier, qui protège éventuellement la mission principale et qui a pour mission donc de reconnaître et donc de donner de l'information à ses chefs. Donc il agit devant, il agit sur les côtés et il a une marge d'initiative particulièrement importante. Ce sont des gens qui ont une grande part d'initiative et curieusement sur cette photo, qui permet de souligner que la guerre, c'est une guerre d'hommes et de matériel, c'est un blindé lourd qui est derrière lui,
alors que dans son unité, ce n'est pas ce type de blindés, c'est des blindés plus légers, automitrailleuses, ou half-track, ou Jeep plus connus. Alors ce capitaine Da, pourquoi j'ai voulu vous présenter cette photo? Parce qu'à travers lui, on peut évoquer ces hommes, donc la dimension humaine que je retiens de la guerre et de la bataille dans nos régions, et en particulier dans un moment qui effectivement était peu connu et qui est devenu finalement un peu une joie dans les découvertes archivistiques, car vous savez, il n'y a pas d'histoire sans archives, car ce capitaine a mené un certain nombre d'opérations brillantes pour aider à la manœuvre générale du général Leclerc dans notre secteur, et en particulier le 23 novembre 1944, donc le jour de la libération de Strasbourg, il participe à une reconnaissance le long de la vallée de la Bruche, et en particulier entre Bruch-Wiggersheim et Volksheim, et en particulier dans le village de Volksheim. Et donc, avec ces hommes, ce capitaine va lancer un de ces pelotons, donc on va dire une trentaine d'hommes, si les ponts sont praticables pour les Alliés, ou au contraire, s'ils sont défendus par les Allemands. Car dans la manœuvre de Leclerc, vous avez tous la géographie des lieux. Vous savez que l'effort principal de Leclerc pour le 23, enfin, entre le 22 et le 23, c'est Strasbourg. Donc, sur son flanc droit, son flanc sud, il faut qu'il soit sûr que le long de la Bruche, les ponts sont praticables pour relancer sa manœuvre et qu'ils ne soient pas tenus par l'ennemi. Donc, un peloton du capitaine Da va avoir pour mission d'aller reconnaître les ponts de la Bruche, pour simplifier, entre Bruch-Wiggersheim et Sulzlehmann, et ces hommes, une partie de ces hommes vont rentrer dans Volksheim. Et à Volksheim, eh bien, il se trouve qu'il y a des Allemands qui ne renoncent pas, comme dans d'autres villages de l'Alsace, et encore pendant de nombreuses semaines, et qui vont, ce qu'on appellerait de manière assez simple, mener une embuscade et prendre à partie le peloton du capitaine Da. Donc ce peloton, composé d'une trentaine d'hommes, aux ordres d'un lieutenant, va subir le feu de l'ennemi. Donc le feu de l'ennemi, c'est du fusil, de la mitrailleuse et une arme anti-char qu'on appelle le Panzerfaust. Et 4 de ces hommes vont être blessés, mais quand je dis blessés, ils vont être mortellement blessés. Donc ils vont mourir suite à ce combat que l'on ne connaissait pas, ou très très peu, le 23 novembre 1944, on pourrait dire à Volksheim. Eh bien non, il y en a 2 qui meurent à Volksheim dans les combats, et 2 autres qui meurent des suites de leurs blessures, un à Strasbourg le lendemain, et un à Birkenwald le jour même. Et là, ça permet d'ouvrir la complexité aussi de l'évacuation des blessés et du soin des blessés. Alors, lorsque je vous dis ça en moins de 10 minutes ou en 10 minutes, ça paraît simple, mais en fait, c'est un vrai jeu de piste pour l'historien, et c'est ça qui m'a aussi passionné, car pour retrouver l'identité de ces soldats, pour retrouver également le lieu de leur sépulture, de leur dernière sépulture, il a fallu mettre le nez dans les archives, et certaines de ces archives, c'est un vrai jeu de piste, se trouvent au service historique de la défense, certaines à Vincennes, certaines à Caen en Normandie, d'autres à Pau dans le sud de la France. Donc à partir de ce jeu de piste, j'ai pu retrouver l'identité de ces soldats, retrouver malheureusement pas leur visage encore, mais vous savez que l'histoire marche avec nous, donc j'espère qu'un jour je pourrai mettre un visage, enfin sur les 4 j'ai réussi à mettre le visage sur un, mais retrouver un peu leur visage et leur donner un peu plus d'existence dans la libération de notre région, car c'est un petit peu ma conclusion, car finalement aujourd'hui ce sont les 4 seuls soldats français que l'on connaît qui sont morts en fait pour la France, pour le pays, pour notre liberté ici, et les 4 sont morts dans ce combat ou des suites de ce combat à Volksheim. Alors je ne vais pas être plus bavard parce que sinon je vais tout vous raconter, et forcément il faudra très bientôt consacrer une part de vos deniers à l'achat de plusieurs volumes de ce livre et donc de lire mon article. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Parler en 10 minutes effectivement de combats qui ont lieu autour du 26 novembre et de la libération de notre secteur est un exercice qui n'est pas forcément facile. Mais j'ai essayé de trouver une photo qui me semble, elle ne dit pas tout, mais elle dit presque tout. Il s'agit là
d'abord d'un cliché qui a été pris par des particuliers. C'est pas une photo officielle, de propagande entre guillemets, quelle qu'elle soit. C'est une photo prise par des habitants au moment de l'arrivée des Américains à Rosheim. Et donc c'est pris sur le vif, c'est forcément une photo qui n'a pas les qualités, je dirais, d'aujourd'hui, ou même les qualités des photos officielles de l'époque, mais qui raconte effectivement beaucoup de choses. Tout d'abord, on est à l'entrée de Rosheim, donc tout près du cimetière et de l'hôpital, comme vous le voyez. Vous voyez même au fond, donc, on va essayer de... Vous voyez au fond même la tour de la mairie, hein, le Ziegler. Donc on est là sur la rue principale, cette rue qui structure la ville depuis d'ailleurs, j'allais dire l'Antiquité, au moins depuis le Moyen-Âge. Et donc la route de Rosheim, effectivement, a été libérée donc, le 26 novembre 1944. Alors là, on est à l'entrée, ce sont les premiers Américains, et on va faire un petit peu le tour de ce que représente cette photo. J'ai parlé déjà de la mairie au fond, qui va changer de gouvernance, forcément. Mais aussi donc le contexte, d'abord les immeubles peut-être, et ensuite bien sûr les hommes, c'est le plus important. Vous voyez ici déjà, à gauche, deux choses. C'est une période qui change, donc on passe d'un régime d'occupation, ou plus exactement d'annexion de fait, et d'un régime effectivement marqué par une germanisation totale. Le nom des rues, Hermann Göringstraße. On voit surtout les affiches Psit, Feind, hört mit. C'est une affiche qui est assez représentative du climat pesant hein, de toute la guerre, mais surtout de la fin de la guerre. Celle qui était la méfiance, mais aussi la peur des dénonciations et notamment la prudence qu'il fallait avoir par rapport aux conversations tant publiques que privées qu'on peut avoir. Donc on sent encore la présence de ce régime ancien. Parlons maintenant aussi de l'hôpital. L'hôpital a son importance, puisque c'est là qu'ont été soignés les rares blessés du secteur, mais aussi les Américains. Vous voyez, tout le monde qui évoque les Américains parle effectivement de ces snowbots, donc ces bottes en caoutchouc qui les distinguaient des soldats allemands avec leurs souliers cloutés. Alors ces snowbots, qu'est-ce qu'a remarqué un des témoins majeurs, qui sera le chef des FFI du secteur de Rosheim, le docteur Lucien Chavot-Berger? Qu'est-ce qu'il va remarquer? C'est que beaucoup de ces soldats avaient les pieds en très mauvais état, puisque beaucoup n'ont pas changé forcément de vêtements ou de sous-vêtements tous les jours, et donc ils ont souvent gardé des jours entiers les mêmes bottis avec lesquels ils dormaient. Et donc, ce docteur Chavot-Berger va soigner un certain nombre d'Américains, justement de plaies, de blessures ou d'infections aux pieds. Et d'ailleurs, on a retrouvé dans les archives des traces, effectivement, de ce qui était un début d'épidémie, de ce manque de soins, parce qu'ils avançaient très vite. Et donc, 20 pieds, y compris pour les Américains. Alors, venons-en aux hommes. Donc, vous voyez plusieurs choses. D'abord, parlons d'abord des soldats. Alors, lui, il croque une pomme. Et depuis beaucoup de témoignages nous racontent effectivement que les Américains, on leur offrait des corbeilles entières de pommes, on leur offrait aussi autre chose, hein, mais souvent des pommes qu'ils appréciaient beaucoup. Première chose. Deuxième chose, on voit aussi, bien sûr, les communications, leur téléphone, hein, et donc j'ai d'ailleurs eu, et c'est une des nouveautés qu'on a essayé d'apporter, essayer de décrypter les échanges téléphoniques qui ont été consignés dans les archives et qui donnent beaucoup de renseignements complémentaires par rapport à l'avancée de ces troupes et aux problèmes qu'ils rencontraient. Donc l'importance des communications, l'importance... Pourquoi? Parce que ces troupes, entre elles, c'est d'ailleurs malheureusement arrivé, comme ça arrive dans tous les conflits, parfois ils se tiraient dessus par... manque d'informations ou ils ne savaient pas exactement où étaient leurs collègues. Donc, et dans notre secteur, notamment entre la vallée de la Bruche et la vallée de la Magelle, qui est donc de notre côté, du côté de Grindelbourg en tout cas, il y avait des interférences, donc il fallait bien sûr coordonner correctement entre les différentes troupes. Et puis, il y a quelque chose qui vous a certainement frappé aussi, c'est que la population, c'est qui? La population... D'ailleurs, c'est surtout les jeunes,
c'était la fête des adolescents. La fête des adolescents, ici vous avez un jeune homme qui s'appelle Martin Belair, d'ailleurs à qui je dois cette photo, dont la fille Brigitte nous l'a remise. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fume une cigarette. Alors, l'arrivée des Américains, pour employer un jeu de mots facile, on pourrait dire ce sont les 3 C. Chocolat, cigarette et chewing-gum. Et comme les 3 mousquetaires étaient 4, on pourrait rajouter un 4e C qui est le Coca-Cola. Donc vous voyez, c'est aussi toute cette découverte, en dehors du jazz et de la musique américaine, qui était jouée, semble-t-il, dans les salles de la mairie par ces Américains, auxquels les gamins participaient. Donc c'est la fête surtout des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes filles, puisque les absents, c'est qui? En nombre, c'est d'abord les incorporés de force, 10% de la population, 21 classes d'âge, entre ceux nés en 1927 et jusque 1907 et 1927, donc 21 classes d'âge, ça fait à peu près 10% de la population qui est sous les armes, ou en tout cas loin de leur domicile. C'est quand même énorme. Toutes les forces vives, les hommes en âge de travailler et de combattre, donc grosso modo, entre 17 ans et 37-38 ans, ils étaient tous incorporés, sans parler des derniers gamins qu'on va encore incorporer quelques jours avant pour faire des travaux de fortification, ou notamment dans la Vogesen-Stellung, donc dans les Vosges. Donc c'est quand même une population extrêmement réduite qui va les accueillir et avec lesquels on va fêter les premiers jours de la libération. Et donc ça aussi c'est extrêmement important. Parmi les absents, il y a bien sûr, c'est le cas à Rosheim, les membres de la communauté juive, mais aussi les déportés, les internés, les transplantés. Donc c'est toute une population qui va manquer. Et donc les seuls qui sont là, c'est les hommes adultes, les femmes bien sûr de tous âges, à part quelques incorporés au RAD ou au KHD, mais c'est donc aussi l'importance des femmes qu'il faut signaler pour leur présence et leur participation donc à cet accueil. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, le résumé pour le secteur de Rosheim, vous le verrez dans l'ouvrage, il peut se résumer de la manière suivante. Un régiment, un jour. Le régiment, c'est le 30e régiment d'infanterie américaine, qui appartient à la fameuse 3e division, que vous connaissez aussi dans tout le secteur. Oui, je termine. Donc, un jour, c'est le 26 novembre, en 24 heures, entre Grendelbruch, le 25 au soir, et Obernai, et bien sûr Rosheim, le 26 au soir, tout le secteur va être libéré. Il y a eu quelques accrochages à Grendelbruch, à Obernai aussi, quelques tirs de l'autre côté, mais grâce à Leclerc, grâce à cette avancée rapide, les Allemands ont dégagé, on peut dire, très très vite le secteur. Voilà. Merci à Suite au prochain numéro. On voulait vous parler tellement vite de l'ouvrage qu'on en a oublié de vous présenter au fur et à mesure nos conférenciers. Vous avez évidemment reconnu Alphonse Trössler, ancien maire de Rosheim, ancien vice-président du Conseil général, mais ici, tout modestement, président de l'association des Amis de Rosheim. Et le premier intervenant, vous l'avez reconnu puisque vous avez suivi notre première conférence, c'était Jean Bourcard, donc docteur en histoire, officier historien de l'armée de terre et concitoyen de Dachstein. Et maintenant, si vous le voulez bien, Luc Heinrich, qui est historien local et qui est aussi membre de l'association du fort de Mutzig. Feste Kaiser Wilhelm II. Bonsoir à tout le monde et merci d'être venus aussi nombreux. Oui, donc cette photo, elle a été prise à Mutzig le 29 novembre 1944, donc 3 jours après la libération, devant le parvis de l'église paroissiale, donc Saint-Maurice à Mutzig, que vous connaissez sûrement. À droite, vous avez la grille de l'école primaire, école Chiquelet aujourd'hui, et puis donc en allant tout droit, vous allez vous diriger soit à droite vers la rue Haute, ou à gauche vers le parking et la mairie de Mutzig. Donc c'est le 29 novembre 1944, c'est pour honorer le seul Américain qui est tombé à Mutzig. Il s'appelait Simon Kiros, donc il était membre de la 3e division d'infanterie, du 15e régiment d'infanterie, de la compagnie I, et donc il est décédé donc en fin de matinée du 26 novembre, juste après le pont du canal, entre le pont du canal et le pont de la Bruche, un peu avant la poste, de l'autre côté, en partant de Mutzig Centre.
Et donc la commune de Mutzig, là je ne sais pas comment ça s'est fait, en tout cas, a voulu rendre hommage à ce soldat. Donc il y a eu une garde d'honneur du 6e corps d'artillerie US qui a porté le cercueil, donc, et la messe donc, a eu lieu donc, dans l'église paroissiale de Mutzig. Alors ça s'est passé avec ce soldat américain, donc j'ai une particularité un peu personnelle, puisque durant l'été 1995, il y a eu son neveu et le fils de son neveu qui sont venus en Alsace et qui sont passés par Mutzig. Parce qu'ils avaient eu vent que son oncle était décédé à Mutzig, et donc je les ai rencontrés par hasard, par le biais de la Société d'Histoire de Mutzig aussi. Et donc j'ai lié des liens d'amitié assez forts. Et on a donc, avec la commune de Mutzig à l'époque, par le maire André Courtez, on a inauguré début 96, en mai 96, une plaque devant la maison à laquelle il a été mortellement blessé. Et en septembre 96, j'ai eu l'honneur d'être invité chez eux. Donc c'est des gens d'origine mexicaine. Le soldat Simon Churros, donc il était né en 1921, en mai 1921 en Californie. Ils habitent au nord de Los Angeles, à Oxnard. C'est tout près de la bord du Pacifique. Et ses parents avaient immigré. Donc lui était déjà né américain. Et donc, bien sûr, tout le reste de la famille, je suis resté en contact. Je suis toujours en contact avec eux depuis une trentaine d'années. D'ailleurs, demain et dimanche, son neveu revient avec son fils et le fils de son fils. Voilà, pour 2 jours. Voilà. Ils seront là demain et dimanche à Mutzig. D'abord à Strasbourg demain, et après je le ferai visiter de nouveau le fort de Mutzig. Ça faisait 15 ans qu'il était déjà une fois venu. Donc voilà. Voilà, donc c'est une photo qui me parle un peu beaucoup, quoi. Puisque j'ai, comme dit, donc des contacts qui sont restés encore vivants, voilà, entre autres. Merci Luc. Voilà ce qu'on peut dire sous cette photo. On ne présente plus Bernard Bourg, président de l'association Fort de Mutzig, Festkreiswildenzeit, qui a aussi eu la gentillesse de nous aider à travers, évidemment, non seulement sa connaissance du fort, mais aussi parler de l'ensemble des belligérants. On a surtout parlé des Américains, il va aussi, entre autres, vous parler des prisonniers allemands. Bernard. Alors, choisir une photo pour les perdants est toujours difficile. Je vais commencer par la fin, puisque c'est la reddition, le 5 décembre au matin, où on a sorti, un peu plus près, où on a sorti, donc, c'est une centaine d'hommes. On n'a pas le chiffrage exact. La photo, je me suis amusé à essayer de compter, j'arrive à 75, quelque chose comme ça, mais il y en avait plus. Une bonne centaine. Mais si vous regardez les tenues, elles sont dépareillées, puisque cette unité est une unité qui a été constituée sur la base Heeresgruppe. C'est quelque chose qui est un bricolage, dans la mesure où on a ramassé tout ce qui restait de diverses unités pour constituer ce groupe qui devait à tout prix tenir le verrou. Le commandement allemand avait l'intention de verrouiller complètement la vallée de la Bruche avec des moyens dérisoires face à ce qui se trouvait en face. Et donc on se retrouve avec ces hommes qui vont se battre d'une manière, je dirais, raisonnable. Je dis raisonnable parce que si je compare avec un autre fort au sud de Metz, le fort Kronprinz, Drian en français, qui était commandé par des personnes agressives, pour ne pas dire fanatisées, ce fort a tenu pendant 3 mois et a bloqué la chute de Metz pendant 3 mois, avec des dégâts extrêmement importants. Si ces hommes-là avaient été capables ou avaient été motivés pour se battre vraiment, ils avaient de quoi faire. L'inventaire du mois de septembre, du 15 septembre 1944, qui avait été fait pour évaluer le potentiel combattant du fort. Qu'est-ce qui fonctionnait encore du point de vue électricité, du point de vue eau, logistique, et du point de vue munitions. On arrive à un comptage d'à peu près 10 000 obus pour les 150 et 8 000 obus pour les 105. Donc ils avaient largement de quoi mettre toute la région à feu et à sang. Il n'y avait pas d'artilleurs parmi eux. Ça a été la grande chance de notre région.
Alors, si vous regardez les visages, on reconnaît des jeunes, des très jeunes. On reconnaît aussi des hommes plus âgés quand on la regarde de près. Donc, c'est vraiment... certains ont le sourire aux lèvres. Vous imaginez, ça fait 15 jours qu'ils sont dans le trou, je vais dire un trou, parce que c'était vraiment, quand on voit les photos qui ont été faites à l'intérieur, tout est renversé, tout est sale, tout est, etc. Vous avez ces hommes-là qui ont survécu. Ils ont survécu, on voit que, ouf, enfin c'est terminé pour eux. Donc je veux aussi souligner cette dimension humaine, parce qu'eux, ils ont perdu. Tout le monde souffre dans une guerre, les gagnants comme les perdants. Mais eux, ils ont en plus cette charge négative d'être du côté du mauvais, sur la mauvaise partie de la bataille. Et donc, ils vont passer directement dans les camps de prisonniers et ils n'ont pas vraiment été bien accueillis dans ces camps de prisonniers. On parle de 300 000 prisonniers de guerre allemands qui vont séjourner, certains d'entre eux, jusqu'à 2 ans en France. Et il y a eu une quantité effarante de décès parmi ces hommes. Ils ont été très très maltraités. Je prends un exemple, j'ai un oncle dans ma famille qui faisait partie de l'Africa Corps, qui a passé 5 ans dans les prisons américaines au Texas. Ils n'ont pas été bien traités, surtout par leurs propres congénères. Les nazis qui ont persécuté leurs propres fous. Pour montrer un tout petit peu cette dimension humaine. Voilà. Alors ces hommes vont descendre à la caserne, on va les retrouver dans les jours qui suivent. On a quelques photos, on les voit sur un camion qui traverse la ville ou à pied du côté de la brasserie. Alors juste pour revenir en arrière, donc ils sont donc dans le fort. Les Américains ne connaissent pas bien le sujet. Ceux qui arrivent, au départ, ils font quelques essais et puis se rendent compte qu'en face, il y a des gens qui utilisent des Panzerfaust, donc des moyens anti-chars. Donc du coup, ils ne peuvent pas s'approcher et ils vont essayer donc de les déloger en utilisant beaucoup de moyens. Ils vont utiliser d'abord et avant tout un largage de bombes au napalm. Ça n'a quasiment aucun effet. Ils vont amener un long tom. Un long tom, c'est un très gros canon, 255, qui doit tenter de détruire les entrées. Ça ne marche pas. Donc, en dernière analyse, ils vont utiliser un tracteur d'artillerie, un engin assez lourd de 12 tonnes. Ils vont le charger de 4 tonnes d'explosifs. Et avec un bulldozer, ils vont le pousser dans le fossé du fort. Et à ce moment-là, la mèche qui devait mettre le feu à l'explosif est arrachée. Donc ça n'explose pas. Que faire? Donc ils vont utiliser un mortier, ils vont tirer sur cet engin dans le fossé, et finalement ça explose. Ça explose, ça fait un trou dans le mur du fort, de 4 mètres sur 4 mètres à peu près, mais ça ne réussit pas à déloger les troupes qui sont à l'intérieur, qui ont demandé 2 jours avant un ravitaillement aérien. Ce ravitaillement a échoué, il va tomber sur les lignes américaines. Une petite anecdote que m'a raconté un visiteur. En fait, le code de communication a été craqué depuis longtemps par les Américains, et donc ils avaient convenu de mettre 3 lampes rouges sur le toit du fort, un fort triangulaire. Et donc les Américains tout simplement posaient 3 lampes rouges à 1 kilomètre à côté, et donc les conteneurs sont tombés sur les lampes américaines. Et donc sans ravitaillement, sans munitions, ils se sont rendus le 4 au matin, le 4 décembre au matin. L'officier qui les commandait, c'était un major, le major Rabot, essaye de se sauver, et il est rattrapé à Berlin par un petit groupe de 4 soldats, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-chef, et 2 FFI de Dangolsheim, dont on a les noms, on pourrait retrouver les familles, qui ont été d'ailleurs félicitées par l'armée. Voilà, c'est ce que je voulais raconter sur cette image. Le fort lui-même, si on revient à des fondamentaux, le fort lui-même était déjà complètement obsolète. Malgré le fait qu'on ait des munitions, la moitié des systèmes électriques étaient déjà, ne fonctionnaient plus. Donc, les fortifications avaient déjà perdu leur rôle. On a vu la débâcle de la Maginot. On sait que les fortifications, à partir du moment où on a des engins de déplacement tout-terrain et des avions, ne jouent plus le rôle auquel on leur a. Ils peuvent faire gagner un peu de temps. Quand ils sont encerclés, on va retarder.
mais ils ne changeront pas le cours des guerres, et on le voit bien avec Münzig. Le commandement allemand n'avait pas du tout prévu, 6 mois à l'avance, d'utiliser ce fort d'une manière sérieuse. Je vous remercie. Le prochain à prendre la parole est Grégory. Alors présenter Grégory, c'est quasiment inutile, mais je vais quand même le faire. Il est l'archiviste de la ville de Molsheim, le conservateur du musée et secrétaire de très longue date de la Société d'Histoire. Grégory est également spécialiste en tout. Il vous parle aussi facilement du paléolithique que de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, de la Révolution, du Reichsland et aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Je veux rappeler ici qu'il a fait un superbe travail personnel sur les usines Tripel qui étaient à Molsheim, avec plein de découvertes. Et il a aussi été, pour ce qui nous concerne ce soir, le catalyseur et le coordinateur de l'ensemble du projet. Donc, même avant qu'il prenne la parole, je voulais le remercier. À toi, Grégory. Merci, Président. Ce ne sera pas décompté de mon temps de parole, j'espère. Merci, j'espère bien. Molsheim est libéré le dimanche 26 novembre 1944, au courant de l'après-midi. Cette photo est un petit peu plus tardive, évidemment. Alors, Molsheim est libéré par le 15e régiment d'infanterie américain, le même qui descend la vallée de la Bruche. Par contre, ici, la photo est un petit peu plus tardive. Donc, dimanche 26 décembre, et rappelez-vous, 2 jours plus tôt, il y avait déjà des éléments isolés, une patrouille du 1er régiment de marche des Spahis marocains parti de Strasbourg qui devait tâter le terrain, comme nous l'a précisé Jean Bourgard. En tous les cas, cette patrouille-ci était au sud de la Bruche, a pris l'ancienne route Ensheim, Tübingen, Dücklenheim, Altorf, Dorlisheim. Au croisement de Dorlisheim, il y avait évidemment une certaine résistance. Les Allemands avaient déjà pointé leurs canons vers la vallée de la Bruche, pensant évidemment que les Alliés venaient par là. Alors j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui s'était passé du côté d'Orlisheim le 24 novembre, parce que dans les rapports des radios allemands, ils parlent de chars américains. 2 jours avant notre libération, il y a déjà des Américains, je n'ai rien compris jusqu'à ce que ça fasse tilt. Oui, à 200 mètres, les Allemands voient du matériel américain. Mais ce sont des Français de la 2e DB ou du 1er régiment de marche de Spahis marocains. D'où aussi parfois des problèmes d'interprétation. En tous les cas, 2 jours plus tôt, comme dit Jean Adloff, un Molsemor, avec Georges Garelli, molsemien d'adoption, sont aux portes de Molsheim, à Dorlisheim, et on fait confiance à un molsemien borné. Jean Adloff va tanner le lieutenant qui les accompagne en disant « Mais s'il vous plaît, depuis 1938, je ne suis pas rentré à Molsheim. Molsheim est marqué, c'est à 2 km, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à Molsheim ?» De bonne grâce, puisque c'était presque calme jusqu'à maintenant. Jean Adloff Garelli, 5 véhicules, une trentaine de gaillards, va jusqu'à l'entrée de Molsheim, passe sous le pont de la Bruche. C'est pas le contournement de maintenant. Il y avait encore la gare haute, la gare basse. Donc on passait sous le pont de la Bruche. On arrive du côté de la Bruche, pardon, sous le pont de la voie ferrée, pardon. On ne peut pas passer sous la Bruche. La ligne SNCF, on arrive à l'entrée de Molsheim à la hauteur du pont sur la Bruche. Et là, un bruit de motocyclette. Évidemment, du haut de l'automitrailleuse, on ne fait pas de quartier aux Allemands qui viennent à leur rencontre. 3 Allemands seront tués aux portes de Molsheim. On a retrouvé une des ogives d'Aubus, c'est Jean-Paul Schaeffer, notre regretté artiste peintre de Molsheim, qui habitait à l'époque au Kabischneider. Le papa était responsable du Finanzamt, et donc on a retrouvé dans la bibliothèque une des ogives qui avait été tirée. On a aussi dans les registres de décès de la ville de Molsheim les 3 Allemands morts à 11 heures. On a une heure précise, et c'est là, Alphonse aurait aussi pu en parler, il y a un décalage entre l'heure des Alliés et l'heure allemande. Retenons pour simplifier qu'ici, localement, on a 1 heure de retard par rapport aux Alliés. Bref, quand ils libèrent Rousheim, c'est marqué 13h35 sur l'horloge, alors que dans les rapports américains, c'est 14h35. Tout un tas de petites subtilités. En tous les cas, notre Jean Adloff fait, entre guillemets, 3 morts à l'entrée de Molsheim, va jusqu'à la tour des Forgerons et repart avec sa compagnie. Donc Molsheim doit encore attendre 2 jours. C'est finalement le 26 novembre que Molsheim est libéré. Ici, comme dit, ensuite les éléments vont sur Strasbourg, vont plus loin. Quasiment pas de photo. Une seule photo de la libération de Molsheim, du lendemain de la libération de Molsheim. Il
il faut attendre les soldats du 30e régiment, c'est le 15e qui a libéré Molsheim, dont Sam Mouma, celui-là, et une trentaine de gaillards qui étaient dans l'actuel centre socio-culturel de Molsheim, qui servait de quartier général. C'est là qu'ils travaillaient. Un d'entre eux, fils de sénateur, avait un appareil photo. Il a fait une soixantaine de photos de la région, surtout Molsheim, le fort de Mutzig, Holzheim, etc. Et donc des photos, le Molsheim de toujours. Vous reconnaissez évidemment la fontaine. Derrière la fontaine, la pharmacie de la Vierge. Une drôle de pompe, si vous lisez bien, il est marqué garage Andrès. Ah oui, il y avait un garage encore sur la place. La rue évidemment pavée. Molsheim un petit peu pavoisé. Et donc ces soldats américains étaient là, le quartier général en tous les cas, du 2 décembre au 31 décembre. Ils fêtent donc la veillée de Noël à Molsheim, mais pas de messe de minuit, encore le couvre-feu. Les deux paroisses catholiques et protestantes font leur petite cérémonie l'après-midi du 24. Alors on a les deux témoignages. On a Sam Mouma et surtout le photographe Stanley Loomis, ils sont protestants, ils vont à la paroisse protestante. Les dames de la paroisse, il y a peut-être leurs enfants, petits-enfants parmi nous, avaient préparé des bredela, on leur a offert des pommes. Il a gardé le souvenir de cet accueil, il a même gardé le programme de la fête de l'église. Il a gardé parce qu'on a eu la chance. Monsieur le maire Laurent Furs s'en souvient, en 1999, on a vu un petit gaillard, mais vraiment petit gaillard, de 70 ans, qui était un de libérateurs, qui a débarqué un petit peu par hasard à la mairie de Molsheim. On a beaucoup échangé, grâce à lui, nous avons toutes ces photos. Donc, je repense à la fête de Noël qui se rapproche de nous, comme dit, plein de souvenirs. Côté protestant, très sérieux, très protocolaire, les bredellés, etc. On a un témoignage un peu plus grivois côté catholique, dans la mesure où, bien sûr, les Molsheimans vont aussi à la messe de minuit, bondés. Parmi les Molsheimans, une certaine Eleanor Klein, née en 1929, ancienne secrétaire de la sous-préfecture, qui nous a quittés il y a 1 an et demi. Et évidemment, ils avaient récupéré 3 gaillards à la maison. La boucherie Klein, qui dit boucherie, dit meilleure que les rations ordinaires. 3 Américains logés chez les Klein, évidemment. Et Léonore, qui est un petit peu la petite sœur de ces gaillards, qui avaient sans doute laissé des petites sœurs à la maison, s'occuper d'eux. Elle était gâtée, elle les amène à la messe de minuit. L'église bondée, qu'est-ce qu'on fait? On monte aux tribunes. Et les gaillards, qui avaient déjà un petit peu poussé sur le schnapps, ils ont vu quoi? Des grandes statues. Et vas-y que je t'embrasse, les statues, etc. Ce qui a fait évidemment un pataquès pas possible, et très discrètement ce petit monde est rentré à la maison. Noël, la joie, quelques jours après, malheureusement, les événements militaires font que les Allemands deviennent un petit peu insistants au sud, commencent à être menaçants au nord, et puis surtout, si on avait montré une carte, on aurait pu le montrer, les Alliés sont avancés un petit peu vite en Alsace, ce qui inquiétait vraiment l'état-major, parce que l'essence, les munitions, les rations avaient un petit peu du mal à suivre. Et du jour au lendemain, Eisenhower a décidé de stopper les opérations militaires, à forcer tous les Américains à se replier au-delà des Vosges, ce qui était impensable pour le général de Gaulle, qui a insisté auprès des Alliés. Non, il n'est pas question, c'est la première armée du général de Lattre de Tassigny qui a donc pris la relève. Et Sam Moumi, Stanley Loomis et tous les autres se sont repliés du côté de Salles, où là aussi on a différentes photos qui leur ont permis, si je puis dire, d'attendre que les forces reviennent plus importantes pour ensuite, dans un deuxième temps, c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps par chez nous, d'une part s'attaquer à la poche de Colmar, où pendant que l'on se battait à Colmar, les mêmes unités, la 3e division d'infanterie US qui a libéré notre secteur, a eu de très nombreuses victimes. Si vous allez à la nécropole de Sigolsheim, vous voyez malheureusement des numéros de régiments ou des noms qui rappellent les gens que nous avons côtoyés par chez nous. Et la guerre a pratiquement, comme l'a dit le président, mis une centaine de jours pour quitter définitivement les rives du Rhin. Le suivant, surprise. Pardon, Pierre Valentin, effectivement, qui est professeur d'histoire-géographie, mais historien local depuis une bonne trentaine d'années, membre de notre société d'histoire et du cercle d'histoire Krontal et Mossig. Merci, bonsoir à tous.
Alors, j'ai choisi cette photographie non pas pour vous proposer un itinéraire gourmand de la deuxième DB en Alsace, évidemment, mais simplement pour rappeler que toutes ces troupes françaises, pour ce qui me concerne, puisque j'ai travaillé sur ce sujet, évidemment se sont déplacées de lieu en lieu, et chaque soir, ou presque, devait trouver peut-être un nouvel endroit pour le couchage, pour le stationnement. Donc cela se faisait pour les soldats souvent chez les particuliers. Donc on a des anecdotes là-dessus, donc cohabitation parfois cocasse avec les civils. Vous imaginez évidemment les chars regroupés rangés dans les cours de ferme. Ce sont aussi des lieux publics qui sont réquisitionnés. Les mairies, je pense par exemple à la mairie de Braunschweig-Ersheim au soir du 24 novembre. Ce sont les hôtels, je pense à l'hôtel de la gare à Wasselonne, utilisé par le capitaine de Boissieu, qui fait partie du groupement tactique Rémy, qui est donc la subdivision de la 2e DB qui va traverser le secteur nord de la région de Wasselonne, qui va donc stationner dans cet hôtel pendant la nuit du 23 au 24 novembre, où apparemment il a reçu un très bon accueil. Le lendemain soir, donc ce groupement tactique Rémy donc arrivé du côté d'Obersteigen le 22 novembre, donc arrive à Marlenheim le 23 novembre. Et donc on peut imaginer déjà que le colonel Rémy va installer son PC à l'hostellerie du Cerf. C'est là qu'a lieu le soir du 23 novembre des festivités. Donc on rappelle à cette occasion que la libération est marquée souvent par des fêtes, des réjouissances publiques. Le schnapps, on en a déjà parlé tout à l'heure, coule souvent à flot. La population accueille souvent les bras ouverts ces soldats. Et donc, dans ces murs, sur la photographie, donc, est organisée une fête le soir du 23 novembre. Ce bâtiment va surtout jouer un rôle important, toute proportion gardée, en janvier 1945. Alors, comme Grégory le suggérait tout à l'heure, on peut rappeler que après la libération par les troupes françaises fin novembre, la situation va s'apaiser rapidement dans le secteur de Molsheim. Le secteur de Molsheim devient une zone de transit pour les troupes, une zone de repos, ce qui suppose là encore donc des stationnements de troupes nombreux dans notre secteur. Alors parfois on sait souvent les noms des communes, on ne sait pas forcément où les troupes sont exactement stationnées dans ces communes. Souvent des auberges, des hôtels, des bâtiments publics, les écoles, les mairies. Mais en janvier 1945, la situation se retourne un petit peu, puisque les Allemands relancent une offensive au nord de l'Alsace. C'est l'opération Nordwind qui a beaucoup marqué donc, le pays de Vichy, le nord de l'Alsace. Et la 2e DB qui avait été envoyée justement soutenir les Américains du côté du pays de Bitche et de l'Alsace-Bossu le 1er janvier 1945 va être rappelée dans la plaine pour défendre Strasbourg qui est menacée par le nord à partir de la poche de Gamsheim où les Allemands ont repris pied en traversant le Rhin. La 2e DB donc est de retour dans notre secteur, plutôt au nord de notre secteur, et cette fois-ci c'est le groupement tactique Langlade qui va s'installer dans le secteur, un large secteur au nord de Molsheim, on va dire pour simplifier, entre le canal de la Bruche et l'ancienne RN4, la RD 1004 aujourd'hui. Et c'est donc à l'hostellerie du Cerf que le général de Langlade va installer son PC. Alors c'est là que le 20 janvier, il apprend le retrait des troupes américaines sur la Moder, donc au niveau de Haguenau. L'heure est grave, pourtant du côté de Marlenheim,
on prend la nouvelle assez légèrement, puisque le général de Langlade est en train de déguster avec le général, enfin qui n'est pas encore général, mais le futur général Massu et Gribius, donc un pâté de chevreuil qui est succulent, paraît-il, d'après son témoignage, donc on prend les choses tranquillement. Le lendemain, néanmoins, arrive au PC du général Langlade donc l'information que l'offensive sur Kielstedt a eu lieu. Donc Strasbourg est directement menacé par les troupes allemandes. Et donc le général Langlade a envoyé Massu et Gribius soutenir la 3e DIA, donc la 3e division d'infanterie africaine, pardon, qui, non algérienne c'est juste, pardon, et qui à ce moment-là donc est chargée justement dans le cadre du 2e corps d'armée de la 1re armée française de défendre Strasbourg. Mais elle est un petit peu faible, donc elle a besoin du soutien de ces éléments du groupement tactique de Langlade. À partir de la victoire donc, de Kielstedt, donc le 21-22 janvier 1945, la situation est soulagée, est apaisée du côté de Strasbourg, et la 2e DB va rejoindre la poche de Colmar pour régler ce dernier problème d'occupation du sud de l'Alsace par les troupes allemandes, et puis va ensuite quitter l'Alsace pour la Lorraine. C'est le 2e corps d'armée qui sera très présent dans le secteur d'Holzheim au cours des mois de janvier, février, et même probablement jusqu'à la fin de la guerre, avec là encore un bâtiment, une auberge qui va jouer un rôle important du côté de Molsheim. Tout le monde connaît le Cheval Blanc, place de l'Hôtel de Ville. À l'époque, donc, le fameux restaurant chez Fehrenbach, où ont lieu, en février en particulier, différentes réunions, dont une un petit peu mystérieuse, dont la fameuse Eleonore Klein, dont on parlait tout à l'heure, a pu témoigner. Donc, une réunion mystérieuse qui aurait eu lieu le 2 février 1945, en présence, dit-elle, a-t-elle rapporté, des généraux Montgomery, britanniques, Patton américain et Delattre, donc général français. Une réunion mystérieuse puisqu'on n'en sait pas plus dans les livres d'histoire, l'événement n'est pas rapporté. Voilà, donc les auberges, mine de rien, au cours de la libération, ont pu jouer un certain rôle dans l'histoire de la libération de notre secteur. Merci. Merci Pierre Valentin. Merci à tous d'avoir respecté scrupuleusement les 10 minutes. La dernière intervenante va être Frédérique Naud-Dufour, que tout le monde connaît évidemment très bien. Elle est docteure en histoire et responsable de la stratégie mémorielle du Grand Est. C'est une des spécialistes du général de Gaulle. Elle a déjà fait plusieurs interventions ici au niveau de nos conférences, et elle nous fait aussi le privilège d'être membre, comme d'ailleurs tous les autres intervenants. Ils sont tous membres de la Société d'Histoire, et c'est une grande fierté pour le président. Frédéric, la parole est à toi. Tu vas nous parler d'épuration, sujet que tu avais déjà traité, mais que tu as encore beaucoup mieux parcouru maintenant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors en effet, on a une photo un peu inattendue du Struthof. Je dis le mot Struthof, puisque à cette date, le lieu que vous voyez sur la photo s'appelle bel et bien Struthof. Avant la fin du mois de novembre 1944, il s'appelle Natzweiler. C'est un camp de concentration aux mains des nazis qui a été ouvert en 1941. Et ici, on devine tout de suite, dès qu'on voit la photo, qu'on n'est pas à la période nazie. Il y a plusieurs détails sur la photo qui nous le font pressentir. Alors, les tenues des gens, on n'a pas ces tenues rayées qui étaient celles des déportés, même si à la fin de l'époque concentrationnaire, tous les déportés n'avaient plus de tenues rayées parce que c'était un peu la désorganisation. Mais quand bien même, là, on voit que ces personnes sont vêtues de leurs propres habits. Ils sont à leur taille, ils sont adaptés à eux. C'est des habits civils. On voit des gens en manteau avec des pantalons. On voit également, et la chose la plus frappante pour bien distinguer cette période de la période nazie, c'est que ces gens, ils sont en train de déambuler
Il y en a qui sont assis par terre en train de rien faire. Ils ont les mains croisées dans le dos, enfin pas des positions de travail intense, apparemment pas. On les voit même qui remontent les escaliers tranquillement. Donc on n'est pas du tout dans cette ambiance anxiogène et très violente, très brutale qu'avaient instauré les nazis pour faire travailler les déportés dans un camp. Et puis il y a un autre détail qui n'en est pas un, mais qui nous indique aussi qu'on n'est pas en présence de déportés et donc d'un camp nazi. C'est une femme, je ne sais pas si vous la voyez sur la photo, en train de remonter les marches à côté d'un homme, puisqu'on est passé à une autre époque de l'histoire du camp. En novembre 1944, le camp est donc découvert. On dit toujours qu'il est découvert par l'armée américaine, mais dans les archives, j'ai en fait découvert à mon tour que c'était des habitants de Natzwiller qui, les premiers, étaient montés dans le camp après le départ des Allemands, et ce sont des Français qui entrent les premiers dans ce camp, et les Américains vont arriver quelques heures après. Les Français, en arrivant, une fois l'Alsace libérée, le gouvernement provisoire de la République française va très rapidement installer en Alsace, comme dans toutes les autres régions et départements libérés, un préfet et un commissaire de la République. L'enjeu pour Charles de Gaulle, c'est de réinstaurer une administration et une légalité républicaine et ne pas se faire prendre de vitesse par les Américains qui avaient l'intention, eux, d'administrer le pays. Et donc ces préfets vont avoir pour mission dans chaque département d'organiser ce que l'on va appeler l'épuration, et qui est un processus qui est né bien avant ce jour-là, où on est dans le camp, qui a été imaginé par l'Assemblée consultative provisoire à Alger dès 1943. Donc on est dans quelque chose qui a été très longtemps organisé à l'avance, mais qui va se heurter en Alsace à une situation très particulière, exceptionnelle par rapport au reste du territoire, puisqu'on n'est pas dans un territoire occupé mais annexé, où les gens ont dû, pour de multiples raisons, n'ont pas eu le choix que d'adhérer au parti nazi, dans bien des cas. Certains l'ont fait par conviction, mais beaucoup l'ont fait par obligation, et donc il va falloir démêler tous ces cas-là. Donc le Struthof, comme beaucoup d'autres lieux en Alsace, va être transformé en camp d'internement pour mettre les gens en attente d'être jugés. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont accusés de choses graves, c'est l'épuration moyenne, c'est la petite épuration qu'on va retrouver dans le camp. Donc ces personnes sont là en train d'attendre. D'ailleurs, je trouve que leur position, elle est aussi une position où ils ont l'air d'attendre que le temps passe. Ils sont employés à quelques tâches, mais en gros, les journées sont un petit peu longues. Et puis la deuxième particularité, là on ne peut pas le voir sur la photo, mais c'est que parmi tous ces civils, on a deux types de populations très différentes. Alors j'ai dit, il y a les hommes et il y a les femmes. Les femmes sont presque 40% de la population du camp, donc c'est considérable. Mais surtout, on a des Alsaciens, donc français, et des Allemands. On a un très grand nombre de civils allemands qui ont été arrêtés dans toute la vallée de la Bruche. Ce camp, il recrute dans toute l'Alsace, mais notamment dans la vallée de la Bruche et jusqu'à Strasbourg. Et beaucoup de civils allemands, et là aussi je pense qu'il y a des témoignages dans la salle, avaient été évacués de villes bombardées en Allemagne, de Mannheim, de Stuttgart, de Karlsruhe, pour être relogés dans un endroit tranquille qui était l'Alsace. Et on a donc des familles allemandes à Dachstein, on a des familles allemandes à Molsheim, on a des familles allemandes dans tous les villages de la vallée de la Bruche, à Marlenheim, qui vont être donc arrêtés. Tous les Allemands civils sont arrêtés en décembre 1944 et internés, notamment au Struthof. Donc on a énormément de témoignages de ces familles allemandes qui sont également internées pour de longs mois. Voilà, donc le camp de Natzweiler devient le camp du Struthof et commence une autre page de son histoire qui n'est pas très connue, mais qui est en passe de l'être puisque les archives sont ouvertes, que j'écris, je travaille dessus et qu'on devrait... C'est comme ce livre, c'est le livre qui devrait paraître mais qui n'est pas encore paru, mais qui finira bien par paraître un jour. Donc ce sera pour bientôt. Donc je laisse la porte ouverte sur cette... belle montagne de la Bruche, cette belle montagne des Vosges, et puis je vous incite à acheter ce livre, et franchement je souligne le travail considérable que ça a été. Merci Grégory qui a chapeauté tout ça, mais c'est tout à fait remarquable, et je trouve que c'est vraiment une chance que
que ce 80e anniversaire de la Libération ne soit pas juste une commémoration, mais soit l'occasion de revenir sur l'histoire, d'entrer dans les faits. Et franchement, je tire mon chapeau à cette société d'histoire qui a fait un travail exceptionnel, il faut bien le dire. Et ce n'est pas toutes les communes, ce n'est pas toutes les sociétés d'histoire qui font un travail aussi approfondi pour apporter de la connaissance. Donc merci beaucoup, et puis achetez le livre quand il sortira. Merci pour tous ces compliments. Évidemment, en tant que président, je suis très fier d'avoir réussi une équipe comme celle que vous venez d'entendre. On a vraiment une chance exceptionnelle d'avoir dans notre société des gens de cette qualité. Et les gens qui sont là ne sont pas reconnus qu'à Molsheim ou dans les environs. Hier, par exemple, j'ai été avec un certain nombre de personnes qui sont dans la salle assister à un colloque qu'avait organisé le colonel Jean Bourcard, colloque qu'il avait organisé. Il était co-organisateur avec le général Antonios de ce colloque, où intervenaient des sommités de l'histoire dans le secteur, parmi lesquels Frédéric. Et demain, Jean Bourcard va animer le premier festival du livre militaire à Strasbourg, qui va avoir lieu au Messe des officiers, l'ancien Vorobie à Strasbourg. Donc là aussi, vous êtes invités à y aller. Donc vous voyez, les intervenants que vous avez entendus ce soir sont d'une qualité exceptionnelle. Il faut en profiter. Il faut aussi en profiter pour poser des questions relatives aux thématiques de ce soir. On a le temps, donc poser des questions pertinentes et on va vous répondre. Je vais monter dans un couloir, Grégory dans l'autre, comme ça on vous atteindra facilement. Ah, il y a une première question. Savoir si on connaît le nombre de personnes civiles qui sont décédées par des bombardements et d'autres de maladies. Alors par exemple, je sais que ma mère, elle avait un frère qui est mort de la diphtérie, et elle disait toujours que c'était les soldats qui logeaient chez les habitants qui avaient ramené des maladies. À quelle époque pour le décès de diphtérie? Parce qu'à toute chose malheur répond, si je puis dire, les actes de décès des Allemands... Je vais juste ajouter que le docteur qui venait chez les habitants, il ramenait son pot de lait et il repartait avec des victimes. Oui, pendant l'époque allemande, donc de 40 à 44, les Allemands notaient systématiquement le motif du décès, ce qui n'est plus le cas de la période suivante. Pour les victimes, si on n'a pas le suivi, la sécheresse des actes de décès disent que telle personne est morte dans sa maison ou à tel endroit. C'est rarement précisé les circonstances. On a l'exemple de Westhofen, où le 25 novembre, donc les Alliés ne sont pas loin, les Américains viennent d'arriver dans le secteur de Berbieten-Westhofen, etc. Il y a un V1 qui se perd, le seul qui soit tombé dans le secteur, tombe à Westhofen, et là on a les actes de décès, malheureusement, d'une famille, le père, la mère et le petit Robert de 3 ans. Ça c'est écrit dans les actes. Mais le Simon Quiros décédé à Mutzig n'est pas mentionné dans les actes. Les militaires ont des manières assez différentes de noter aussi leur décès. À l'hôpital de Mutzig aussi, il y a, je crois, 1600 personnes qui transitent par Mutzig. Toutes ne sont pas inscrites pour les décédés dans les registres de la commune. À plus forte raison, comment prouver que tel décès est dû à une maladie dont les actes d'état civil traditionnels ne laissent pas de traces. J'ai déjà entendu ce genre de choses, mais c'est difficile à prouver, comme dit. Chacun sa manière de noter les informations. Ça peut être intéressant sous l'époque allemande, justement, pour les décès de Westhofen, c'est précisé. Je ne sais plus quel était le terme allemand, du bombardement. Ils sont morts du bombardement, alors que les textes français précisent simplement décédés, sans donner la raison. Ça ne répond pas tout à fait à la question, mais on a encore beaucoup de choses. Comme dit, il y a des archives aussi. Jean Bourcard a cité des archives plus lointaines qui commencent à être accessibles. Très longtemps, certaines archives. Alors déjà, quand c'est des archives personnelles ou familiales, il y a jusqu'à 120 ans. Depuis
depuis la naissance des personnes pour pouvoir consulter ces documents. La plupart des archives, c'est 75 ans, donc on est aux 80 ans. Il y a des choses qui sont enfin consultables, le cas de l'épuration, et encore, il faut avoir des autorisations particulières pour consulter les documents. Autre question ou allez chacun à côté, c'est ton côté, Guy, maintenant. Je voulais savoir, en fait, s'il y a eu beaucoup de bombardements dans la région. On est assez bien documenté. La Société d'histoire de Mutzig, la Société d'histoire de Molsheim a signalé des bombardements. C'est surtout autour des nœuds ferroviaires, les toiles ferroviaires de Molsheim. Du côté de... Alors il y a des bombardements. Vous découvrez d'ailleurs, Bernard a déniché une superbe photo du fort de Mutzig où on voit, enfin c'est un avion qui prend en photo des bombardiers qui sont en train de passer à la verticale du fort de Mutzig. Ça, c'est un document exceptionnel. La plupart des avions vont vers l'Allemagne, mais d'autres ont des missions bien précises, comme détruire les nœuds ferroviaires. La gare de Molsheim est touchée le 9 septembre 1944. Il y a une quinzaine de vitraux de l'église des Jésuites, 70 vitres du couvent Notre-Dame qui explosent. Pas de victimes civiles. Il y a plusieurs aussi, puisque c'est un peu plus dégagé du côté de Durmat. Durmat est souvent touché par des bombardements. Mais les bombardements anglais, c'est souvent la nuit. Les Américains, c'est à tout moment. Parfois, on largue de 5000 ou 6000 mètres. Enfin, parfois, certains disent méchamment, on confond aussi des bombes qu'on aurait dû balancer en Allemagne sont arrivées côté alsacien. C'est peut-être un peu exagéré. Non, on essaie surtout de détruire les nœuds ferroviaires. Pechelbronn, un peu plus au nord évidemment, Berkwiller-Pechelbronn a été très sauvagement bombardé. C'est vraiment des lieux plus stratégiques, des routes, je dirais, mais que mes collègues, je ne vais pas être le seul à parler. Si vous avez des exemples plus précis, au moins ça s'accélère au fur et à mesure que les Alliés se rapprochent. C'est surtout septembre, octobre et même début novembre où les bombardements ont encore lieu. Et puis ensuite, quand les Alliés ne sont plus très loin, c'est carrément des avions qui vont mitrailler en rase-note. Il y a plusieurs témoignages d'avions comme ça qui, passent au-dessus des... Il est même dangereux de se balader en voiture de Molsheim à Strasbourg, pour peu qu'on ait l'essence pour aller à Strasbourg, parce qu'on est souvent pris pour cible par des avions qui passent en rase-note. Il ne faut pas la différence de loin entre un convoi militaire et des gens qui, en principe, les civils ne se promènent pas en voiture. Oui, bien sûr, Jean. Je vais me permettre juste de faire un petit complément pour lier les deux questions. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est passionnant mais très compliqué, c'est la problématique des pertes. Que ce soit les pertes militaires, les pertes civiles, et comment en fait ces pertes sont traitées, que ce soit des blessés, que ce soit des morts. Je donnais l'exemple alors de Molsheim, c'est pas toujours évident de savoir pourquoi un soldat ou un civil a été apparemment tué à tel endroit, et puis se trouve soigné à tel autre lorsqu'il est mortellement blessé, il est d'abord blessé avant de mourir. Et puis ensuite, après, il peut être enterré dans une nécropole nationale ou pas, ou dans un cimetière civil ou pas. Et donc c'est toujours très compliqué de connaître parfaitement les raisons, je parle des décès, civils ou morts, qu'on soit enfant, homme, femme, enfin peu importe. Donc c'est un vrai sujet et qui a toujours intéressé les historiens. Et c'est l'occasion dans ce 80e anniversaire aussi de retrouver ce que je disais dans ma présentation, des explications, mais aussi des visages, et je dirais un petit peu un circuit complet, que ce soit pour les militaires comme pour les civils. Donc ça, c'est une remarque générale sur la problématique des pertes. Et sur les bombardements, donc hier, au colloque sur la libération de Strasbourg, qui a été cité précédemment, donc il y a une intervention très intéressante, donc un ancien journaliste qui s'est intéressé beaucoup aux bombardements de Strasbourg en particulier, Richard Zeller, pour ceux qui le connaissent. Donc il donnait juste 2-3 chiffres, j'en ai retenu, mais qui marquent. Bombardement de Strasbourg, c'est 1035 civils qui sont tués, voilà, entre 43 et 45. La dernière bombe qui va tuer un Strasbourgeois, c'est une Strasbourgeoise, c'est le 15 avril 1945. Donc le 15 avril 1945, c'est une femme qui meurt dans le quartier de la Gare à Strasbourg. Et le même jour, le général Delatte de Tassigny, qui commande la première armée française, franchit le Rhin, non pas de l'ouest vers l'est, mais comme il est déjà en Allemagne, de l'est vers l'ouest. Et donc ce même jour, il franchit le Rhin et il est accueilli par le maire de Strasbourg, Charles Frey. Donc vous voyez que jusqu'au 15 avril, et bien après encore, évidemment, bien après le 8 mai 1945, je reviens sur mon explication précédente, les pertes continuent bien évidemment, puisque on connaît
des pertes, des blessés qui vont mourir bien après la capitulation allemande. On connaît aussi les effets malheureusement des armes, des munitions qui traînent un peu partout en Alsace et bien longtemps après. On connaît des exemples qui ont déjà été cités, des exemples dramatiques pour des enfants ou des adultes, etc. Donc c'est un vrai sujet qui est compliqué, qui aujourd'hui encore ne permet pas d'obtenir toutes les réponses, mais je donne un élément de réponse, puisque pas d'histoire sans source. Il y a des sources passionnantes, très peu connues, qui sont les sources en fait du service de santé des armées, qui se trouve à Limoges. Alors Limoges, c'est effectivement un peu loin de notre Alsace, mais à Limoges se trouvent en particulier tous les registres des hôpitaux militaires ou des unités militaires qui soignaient essentiellement des militaires, mais également des civils. Et là, un peu comme aujourd'hui, j'imagine, je me tourne vers le président, docteur président, où on a très clairement toutes les entrées et toutes les sorties d'un blessé, qu'il soit militaire ou civil, donc soigné par une unité militaire. Et chaque fois que ce militaire ou ce civil va changer de structure médicale, dans l'exemple de la 2e division blindée, c'est le 13e bataillon médical, puis ensuite l'évacuation peut se faire par un hôpital d'évacuation, puis ensuite une autre structure hospitalière, et puis ensuite, etc., etc. Et à chaque fois, dans ces archives à Limoges, on retrouve les traces, et là, en effet, on trouve les causes précises, pourquoi le soldat ou le blessé est rentré, et pourquoi et de quoi il est mort. Voilà. Donc ceux qui veulent aller du côté de Limoges et prendre du temps, il y a encore du travail. Merci Jean. C'est vrai que vous êtes tous concernés dans une bonne quarantaine de localités des environs où on trouve effectivement des engins de guerre qui explosent en faisant malheureusement des victimes et très souvent des blessés. Je suis sûr que parmi vous, vous connaissez malheureusement des anecdotes autour de ces événements qui vont durer. Et puis au cours des dernières années, on trouve encore à droite et à gauche. Heureusement, ces bombes sont plus souvent moins dangereuses ou découvertes à temps, mais il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes blessées ou malheureusement tuées par ces engins de guerre, amis ou ennemis, qui traînaient à droite et à gauche, qu'on croyait avoir bien rangés, qu'on a emmenés à tel endroit pour que ce soit en sécurité, et puis un enfant passe par là ou un adulte, mais effectivement il y a eu des blessés. Pareil pour les hôpitaux militaires, la plupart des décès, effectivement, c'est quand les armées ne sont plus là. On a énormément d'informations, alors oui, on peut continuer à chercher du côté de Limoges, mais rien que pour les registres de décès de la ville de Mutzig, il y a 151 décès constatés entre février et juillet 1945. 2 tiers de soldats français, à peu près 25% de prisonniers de guerre. On s'occupe aussi de l'ennemi, on l'a récupéré blessé sur le terrain. Et puis malheureusement quelques enfants, il y a un Russe, un Belge, un Letton, je ne sais pas trop ce qu'ils font par là, en tous les cas ils ont été blessés et ont été ramenés et soignés dans les hôpitaux du secteur. Une autre question peut-être ? Oui, bonsoir. A-t-on une idée du nombre ou du pourcentage d'Allemands qui, après leur passage au Struthof, on peut regagner l'Allemagne sans problème? Ou est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inculpés par la suite? Alors, parmi les milliers d'Allemands qui passent au Struthof, d'abord, la plupart d'entre eux, enfin, un gros pourcentage, passent très peu de temps au Struthof. Ils sont là en transit et le but de l'État français, c'est de les envoyer le plus rapidement possible vers l'ouest. Je rappelle qu'il y a cette contre-offensive entre fin décembre 1944 et janvier 1945, et ces Allemands qui sont là stationnés en Alsace, ils sont une vraie menace sur un plan militaire, ils appartiennent au peuple ennemi, donc on les envoie vers des camps d'internement, vers Poitiers, vers Vichy, vers le Maine-et-Loire, enfin on les envoie le plus à l'ouest possible. Donc souvent ils ne restent pas longtemps, ou alors quelques mois, et ils vont tous retourner en Allemagne. Le but à partir notamment de la capitulation du 8 mai 1945, l'idée c'est de les renvoyer chez eux. Mais entre le moment où le ministre donne l'ordre de les renvoyer chez eux et le moment où on peut organiser tout cela, c'est-à-dire faire les papiers, trouver les gens, trouver où les envoyer, ça va prendre des mois. Et donc la plupart vont regagner l'Allemagne vers l'automne 1945, mais pas tous. Certains vont continuer un très long périple dans les camps d'internement. Il y a des familles qui vont encore rester parfois jusqu'en 1947 en France, ce qui pose la question des enfants, puisqu'on a des familles entières avec le papa, la maman, ou que la maman et les enfants. Et ces enfants vont ne pas avoir de scolarité pendant parfois 6 mois, pendant parfois 1 an.
Et au Struthof, j'ai mis du temps à trouver, mais j'ai trouvé qu'une maman allemande avait accouché au Struthof le 31 janvier 1945, donc elle est arrivée enceinte. Et on n'a même pas eu le temps de l'évacuer dans ce mois de janvier 1945 qui était très compliqué. Elle a accouché à l'intérieur de l'ancien camp de concentration. Donc c'est un sort très particulier. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces populations allemandes internées civiles n'ont émis aucune protestation. C'est-à-dire que c'est une mémoire complètement absente. Déjà, les gens qui sont passés au camp d'internement, on ne les a pas beaucoup entendus. Je parle des Alsaciens parce que c'est une position qui n'est pas agréable, qui est gênante. Pour certains, ils ont pu avoir un peu de honte, même si par la suite, ils n'ont pas été condamnés. Les Allemands, c'est encore pire. Il n'y a aucun témoignage. Il n'y a aucun livre sur ces Allemands civils internés en France par dizaines de milliers. Et donc, ils sont rentrés chez eux. Ils ont recommencé leur vie dans un silence complet. Alors que ce sont des trajectoires et des histoires qui sont très intéressantes. Et c'est bien de les faire connaître aussi. Je vais peut-être dire une bêtise. Ça peut m'arriver, ça peut m'arriver. J'ai le sentiment que notre territoire n'est pas celui où en Alsace, il y a eu le plus de combats. Alors, donc c'est pas une bêtise. Donc, première question, qui étaient les soldats qui, au moment de la libération, étaient stationnés dans notre territoire? Qui étaient les soldats allemands stationnés dans notre territoire? Et que sait-on de leur état d'esprit à ce moment-là? Alors, je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, parce que ma grand-mère une de mes grand-mères était de Münster. Elle habitait dans un endroit où étaient stationnés des soldats allemands, et elle me disait, j'ai ce souvenir, que c'était des soldats badois qui n'avaient strictement aucune envie de faire la guerre et qui n'attendaient qu'une chose, c'est que tout cela s'arrête et se termine. Est-ce qu'on a connu ce type de phénomène dans notre territoire? Est-ce que des soldats allemands se sont rendus ou se sont repliés sans combattre? Oui, ce que je disais moi tout à l'heure sur la photo des prisonniers, c'est exactement ça. Ils n'étaient pas du tout motivés pour faire la guerre. Pas du tout. Ils ont quasiment pas tiré. On constate qu'il n'y a aucune consommation de munitions. Les seules munitions qui manquent, c'est les petits calibres de fusil, quoi. Pour dire, on n'est pas des déserteurs. Mais ça ne va pas plus loin. D'ailleurs, sur les visages, on le voit. On a d'autres témoignages quand ils sont prisonniers, après, puisqu'ils ont été faits prisonniers en partie sur site, dans le camp à Mutzig. Là aussi, j'ai eu la chance d'en recevoir quelques-uns qui ont visité le fort 20 ans plus tard. Et donc, quand ils racontent, c'est pas des guerriers. Ils étaient pratiquement dans la situation d'un malgré lui ou d'un malgré eux. Mais c'est le lot de beaucoup de militaires appelés dans une guerre. La différence, c'est vraiment quand ils sont... j'ai cité l'exemple du Fort Drian, c'est une école de cadets de Coblence qui encadrait ce fort et qui étaient, eux, des fanatiques. Une poignée de 300 fanatiques, alors là, ça fait du dégât. Ça change tout. Mais ici, on n'a pas eu ce genre de troupe. Une question par ici. Je veux juste faire une toute petite remarque avant de donner la parole à Jean. Monsieur le maire a dit que la libération était différente dans notre secteur par rapport à d'autres secteurs. C'est d'ailleurs confirmé par les saisons d'Alsace, le numéro qui vient de sortir, où on ne parle quasiment pas de notre secteur. Pourtant, il y a plein de choses à dire. La preuve, on a fait un livre de 190 pages. Donc l'histoire de la libération est vraiment complexe et multiple. Non, juste une précision sur les Allemands. Les Allemands se battent beaucoup à ce moment-là en unités non pas constituées mais un peu destituées. Les fameux Kampfgruppen, en fait, qui sont des agrégats de soldats qui viennent de partout. Donc Bernard en a parlé juste avant. Mais il ne faut pas oublier que sur certaines lignes opérationnelles ou opératives, comme on dit dans le jargon du métier, il y a quand même des endroits où les Allemands tiennent. Ils n'ont pas du tout envie de lâcher. Pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux en Allemagne, parce que le Rhin est tout près. Et on verra clairement, et notamment la deuxième division blindée le subira de plein fouet, dans la défense des forts, alors pas celui de Mutzig,
mais des positions qui sont la fameuse ceinture d'effort de Strasbourg, il y aura plusieurs combats très difficiles, plusieurs Français seront tués, plusieurs Allemands aussi évidemment, et ceci jusqu'au Rhin, hein, l'exemple type étant le fameux char du chef Ziver. Donc les Allemands se battent, mais se battent parce que aussi ils sont sous la coupe d'autorités, de chefs militaires qui sont plus ou moins motivés, ou comme c'était dit précédemment, plus ou moins fanatisés. En fait, j'avais un peu la même question, bonsoir, que celle qui était posée, c'est un peu pourquoi la faiblesse de la résistance allemande dans notre secteur? Est-ce qu'il y a eu des ordres de repli avant? Est-ce qu'ils ont été faits prisonniers dans les Vosges? Ou je ne sais pas. J'ai été distrait par Bernard, donc j'ai pas entendu la question. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Ma question était pourquoi il y avait une telle faiblesse de résistance des Allemands dans notre secteur? Est-ce qu'ils avaient eu des ordres de repli? Est-ce qu'ils avaient déjà été faits prisonniers? En fait, Grégory a donné des éléments de réponse et dans les éléments de réponse, la cartographie, la géographie militaire a un rôle très important et dans les opérations, il y a deux grandes lignes. On voit bien la ligne ouest-est, donc l'axe principal qui sera pris par Leclerc de Vasselonne ou de Saverne plutôt à Strasbourg. Donc c'est une ligne en fait qui paraît intéressante d'un point de vue opératif et les Allemands savent très bien que sur cette ligne, ils ont intérêt à se défendre pour éviter que le Rhin ne soit atteint trop facilement. Et puis ensuite, il y a l'autre ligne qui est un peu plus ouest-sud-est, qui passe par la vallée de la Bruche. Et là, il y a aussi des éléments, des points de résistance, et on le verra un peu plus au sud de Strasbourg, vers Erstein. Alors on sort un peu de notre secteur, évidemment, où là, les combats vont être très violents. Et entre les deux, entre ces deux lignes, en effet, il y a un trou, quelque part, parce que les choix opératifs sont moins intéressants. Les Allemands n'ont pas intérêt à... Je dirais, c'est un peu simpliste et trivial, mais il n'y a pas grand-chose à défendre pour eux entre la vallée de la Bruche et puis finalement cette ligne qui passe par la vallée de la Bruche et qui rejoint Erstein. Entre les deux, il n'y a pas de position favorable. Alors il y en a une ou deux en Gumbieten, etc. Mais c'est surtout les entrées ouest de Strasbourg qui intéressent les Allemands et puis surtout le Rhin. Eux, en fait, et dans les ordres qui seront donnés, c'est un peu le sauve-qui-peut, mais c'est aussi tenir le Rhin. Enfin voilà, et les ordres seront très, très fermes et très durs, notamment Himmler qui aura la charge à un moment donné de l'ensemble de la responsabilité des opérations. Et donc la défense sera compliquée. Enfin, franchir le Rhin va prendre un certain temps aux Alliés. Ça, c'est très clair. Oui, pour compléter, peut-être compléter ce que vient de dire le colonel, rappeler qu'au moment du départ des Allemands du camp de Natzweiler, du camp de concentration, ils reçoivent l'ordre. Cette fois, ils reçoivent l'ordre de partir. Donc, ils ont l'ordre d'évacuer le camp, d'envoyer tous les déportés de l'autre côté du Rhin et de quitter les lieux. Il reste juste un petit groupe de SS sur place. Mais ça veut pas dire, ce départ, ça ne veut pas dire qu'ils baissent les bras. Ça ne veut pas dire qu'ils considèrent que la guerre, elle est terminée. Ils envoient les déportés de l'autre côté du Rhin pour que ces déportés continuent de travailler pour eux, continuent de fabriquer des armements, et ils vont encore recruter 20 000 nouveaux déportés de Natzweiler, alors même que le camp principal a été abandonné. Donc le camp continue de l'autre côté. Donc il ne faudrait pas interpréter le fait que certaines unités soient très soulagées d'abandonner le combat, et on peut le comprendre, ou que certains ordres d'abandon de position soient donnés, mais la stratégie globale et la vision de Hitler jusqu'au dernier moment, c'est de continuer le combat. Et la répression va être la plus violente dans ce laps de temps qui court de novembre 1944 à mai 1945. C'est là que la mortalité explose dans tous les camps de concentration et dans tous les phénomènes de répression, notamment dans les Vosges, où on a des lieux comme la vallée du Rabodeau qui voit 1000 hommes, 1000 civils français déportés en quelques semaines. Donc ne nous trompons pas d'interprétation. Parce que Hitler en personne donne l'ordre de le tenir coûte que coûte. L'Alsace, eine Aufgebung von Elsass ist nicht denkbar. Donc c'est clair. De la même manière que le commandement donne à son unité de Mutzig, au fort, l'ordre de se faire tuer sur place. Donc ils ne le font pas, mais l'ordre est clairement explicité. Donc entre le commandement et la réalité sur le terrain, il y a des variations, selon le degré d'intoxication idéologique ou pas.
J'en reviens voilà, là c'est bon. J'en reviens aux conséquences de la guerre, c'est-à-dire les dégâts. Certes, Molsheim n'a pas connu de gros dégâts, par contre, il y a eu des dégâts collatéraux. C'est-à-dire, comme le disait fort justement Grégory, tous ces militaires, il fallait les loger. Certes, il y avait les bâtiments publics, mais beaucoup ont logé dans des bâtiments privés. Certains bâtiments qui avaient été délaissés par leurs propriétaires, comme par exemple le Schloss de la rue de la Monnaie, et ces militaires, quand ils sont partis, n'ont pas toujours laissé les bâtiments et les locaux dans l'état où ils étaient quand ils sont arrivés. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les actes notariés d'après-guerre, c'est-à-dire certains bâtiments qui ont été vendus en 45, 46, 47. Il est spécifié dans l'acte de vente que ce bâtiment a droit à des réparations d'après-guerre, qui étaient chiffrées, donc on donne le chiffre, c'est-à-dire le nouveau propriétaire a droit à tant de dédommagements pour réparation d'après-guerre. Alors je peux répondre en partie à cette question. Lorsque une armée occupe un territoire et qu'elle a besoin, pour se loger, d'occuper des maisons ou autres, il y a des réquisitions. Et dans le dernier poste civil que j'ai occupé dans les Ardennes, j'avais plusieurs mètres d'archives de réquisition. Donc on voyait bien un champ, etc., une ferme, etc. Là c'était 39-40. Et il y avait la suite en 44. Alors armée française et armée américaine. Donc là on voit toutes sortes de choses et on voit des dommages collatéraux qui peuvent être anecdotiques ou qui peuvent être très graves. Et je me rappelle en particulier un châtelain qui avait eu pendant quelques années des officiers allemands dans son château, et ma foi, c'était pas très drôle, mais il s'était comporté de manière correcte. Arrivent des Américains, des Texans. Alors vous pensez que ce pas des gens qui ont le souci des monuments historiques. Ils ont commencé par couper toute la grande allée d'arbres qui menait à son château, et après ils ont arraché les parquets du salon, tout ça pour faire du feu. Alors je peux dire que la lettre de ce châtelain n'était pas très amicale pour les Américains. Voilà. Et puis il y avait aussi pas loin une maison de tolérance, ça c'est un peu graveleux, mais la military police était devant, les Américains n'avaient pas le droit d'y aller. Alors que se passe-t-il? Les Américains contournent l'obstacle et ils passent par les jardins des maisons voisines pour rentrer dans la petite maison par l'arrière. Bon, et évidemment les voisins portent plainte parce qu'on a piétiné leur plate-bande, etc., etc. Voilà, donc ça, on peut les trouver, je ne sais pas si on en a partout, mais en tout cas, on peut descendre très loin dans le détail quand on a ce type de documents. Alors, on pourrait sans doute trouver les repas ou les occupations de maison, on pourrait, si on a ces documents, les localiser très précisément le logement des troupes. Alors, si vous regardez dans des fonds auxquels on ne pense jamais, les fonds d'enregistrement, on voit très bien des réquisitions de maisons par l'armée française en 39-40, parce qu'on loge beaucoup de troupes et les casernes sont insuffisantes. Voilà. Merci Madame Jourbert. Est-ce qu'il y a encore une autre question peut-être ? J'ai une question. C'est ce que je voulais dire au départ. N'oubliez pas votre question. Ma question est la suivante. Je trouve que c'est une vision de la libération très idyllique. Dans tous les départements où j'ai exercé, quand je vois l'arrivée des Américains, il y a des déprédations nombreuses. Et on prend même certains soldats. Or, ici, je ne vois rien. Alors, avez-vous utilisé les bonnes sources? Parce que qui dit homme en armes, qui dit alcool, et à plusieurs reprises on a expliqué que le schnapps et autres coulaient à flot, la petite scène dans l'église. Bon, est-ce que vous avez pensé à regarder la prévôté militaire? Parce que la prévôté militaire, elle suit les troupes, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient alliées. Et là, vous trouvez un certain nombre de choses très intéressantes qui n'apparaissent nulle part ailleurs. Madame Jourbert, donnez-nous la peine, quand le livre paraîtra, d'y jeter un coup d'œil. Et s'il n'est pas complet, les annuaires de la Société d'Histoire seraient particulièrement heureux d'accueillir vos articles. Une dernière question, si on a une. Voilà. Je voulais tout juste donner le témoignage de maman qui travaillait à la poste au moment de la libération. Et elle a dit un commandant allemand a quand même dit:
sprengen Sie noch alles, Sie sprengen könnt, ce qui veut dire faites encore sauter tout ce que vous pouvez faire sauter. Parce qu'il voulait faire aussi sauter les ponts. Merci. Je pense que on va conclure avec une première conclusion, c'est que pour pouvoir se réapproprier cette histoire qui est importante, il faut faire des efforts pour la faire connaître, il faut faire des efforts pour d'abord la connaître, il faut faire des recherches pour la maîtriser le plus possible, parce qu'il est important, on a vraiment un devoir de transmission vis-à-vis des jeunes générations, et ce qui me fait plaisir, c'est que je vois quelques têtes jeunes dans la salle, et prochainement, Frédéric va faire une conférence ici, qui va intéresser tous les élèves des terminales, sur à peu près des thèmes équivalents. Je crois qu'on a un gros devoir de mémoire à faire, et c'est une fierté pour la Société d'Histoire de le faire, et moi personnellement j'y tiens beaucoup, et tous les 7 participants sont également enthousiastes pour cela. Pour ce qui est de la suite, alors la première chose que vous avez à faire, c'est de mettre de l'argent de côté pour acheter le prochain ouvrage qui va sortir, je pense, aux environs du 10-15 décembre. Il n'y a pas meilleur cadeau de Noël. Si vous voulez faire quelque chose d'intelligent, offrez ce livre, il devrait figurer dans toute bibliothèque normalement constituée dans le secteur. Premier point. Deuxième point, la prochaine conférence aura lieu le 6 décembre, et pour une fois on va faire parler les femmes, et c'est Madame Masconi qui va parler d'un livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Et les femmes se sont levées ». Je pense qu'elle devait être dans la salle ce soir, elle est là, je ne l'ai pas vue. Ah ben voilà, bon, là, Madame Masconi, dans quelques semaines, ce sera vous le héros de la soirée, et on se réjouit. L'héroïne, pardon. Attendez, Frédéric veut rajouter un commentaire. Non, je voulais juste annoncer aux gens qui sont présents que le lundi 25 novembre, ici même à 19h, vous voulez l'annoncer peut-être ? Il y aura la projection d'un film qui s'appelle The Girl Who Wore Freedom, la femme qui portait la liberté, en présence sans doute, on l'espère, d'un vétéran américain. Voilà. Et le 26 novembre à Rosheim, il y aura une présentation de la libération de Rosheim par Alphonse Trossler qui rentrera dans le détail de toutes les photos qu'il a. Nous, dans notre livre, on a 253 photos. Je pense qu'Alphonse en a beaucoup plus. Il n'y en a pas une dans le secteur qui doit lui échapper. C'est un inspecteur et un chercheur hors pair. Ensuite, au mois de janvier, puisqu'on va continuer pendant tout le premier semestre à parler de la Deuxième Guerre mondiale, donc à la fin du mois de janvier, il y a M. Geoffrey Koenig, qui est d'ailleurs intervenu hier aussi au colloque du Barabli, il va venir nous parler de la bataille de la poche de Colmar, bataille méconnue. La plupart des gens pensent que l'Alsace était libérée avec la libération de Strasbourg. Eh bien, c'était bien plus complexe, et vous l'apprendrez dans le détail en venant à cette conférence. À la fin du mois de février, je crois que c'est le 28 février précisément, il y aura une conférence que va faire un nouveau directeur du CERD, Michael Landol, qui va nous parler du camp de la Gestapo de Keule, qui est près de Metz. C'est un camp où ont été particulièrement interrogés les Alsaciens mosellans, et c'est un camp qui a une très mauvaise réputation. Et donc ça, c'est une conférence qu'on fera au mois de février. Probablement qu'au mois de mars, Frédéric reviendra pour nous parler de l'épuration et du livre qu'elle va sortir prochainement sur ce sujet. On espère aussi avoir une projection d'un film de mémoire de MIRA, qui est le centre qui va passer, un film qui va passer prochainement à Strasbourg le 22 novembre, je crois que c'est. Donc il y a une brochure de MIRA, mais c'est pas la peine de chercher à vous inscrire parce que c'est déjà complet. C'est parce que c'est complet, moi j'ai essayé de m'inscrire, et c'est parce que c'est complet que j'aurais suggéré de venir faire cette conférence à Molsheim, parce que le sujet est certainement passionnant, et on est en tractation avec eux. Ensuite, on parlera peut-être au courant du mois de mai, d'un livre qu'a fait François Orsat, qui concerne l'histoire de la famille Dietz, dans une maison que vous avez découverte à l'occasion des conférences sur la Umschulung avec M. Morgen. Monsieur Dietz, la famille de M. Dietz habitait cette maison pendant la guerre. D'ailleurs, M. Dietz nous fait le privilège, un descendant de la famille, nous fait le privilège d'être là ce soir. Donc,
François et la famille Dietz viendront nous parler de leur maison et de la façon dont elle a été occupée, et par des Français, et par des Allemands, et par d'autres personnes après. Et avec ça, normalement, on devrait terminer à peu près le cycle sur la Deuxième Guerre mondiale, sachant qu'au dernier trimestre, on parlera de la guerre des paysans. Donc, autre information, probablement que ce soir, vous n'aurez pas le privilège d'aller boire une bière en bas au bar, parce qu'il y a un concert, et d'ailleurs j'apprécie beaucoup le fait qu'on n'ait pas été soumis au bruit du concert, donc je ne sais pas si le concert est déjà terminé, ça m'étonnerait, mais sinon il y a des tas d'endroits autour où vous pouvez vous rafraîchir et boire un coup. Merci beaucoup, et à la prochaine. Un conseil, n'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez venir à la conférence de Mme Masconi, sinon vous risquez de nouveau d'être au dépourvu. Comme d'habitude, à Molsheim, tout se termine avec du vin, et il est donc normal que le président que je suis offre un certain nombre de bouteilles de vin à tous nos conférenciers. Vous voyez que pour avoir des... Voilà, donc il y a 2 bouteilles de vin de Molsheim qui sont offertes à chacun des conférenciers. Alors, voilà. Vous êtes vraiment chargé pour la... Je profite de cet intermède pour vous signaler que la ville de Molsheim s'est associée avec la ville de Mutzig, qui commémore aussi leur 80e anniversaire. Et donc, ce sera le mardi 26 novembre, où ça démarre à Mutzig vers 14h, et suivi à Molsheim avec défilé de véhicules, une trentaine, je crois, de véhicules sont annoncés, avec évidemment prise d'armes, dépôt de gerbes devant la Metzig. Ça démarre à Molsheim autour de 15h15 et se prolonge à la Monnaie. Il y aura 2 expositions. Une actuellement par la GEAT sur 110 ans d'écoute a lieu donc les samedis et dimanches. Merci Monsieur le Trésorier. À l'hôtel de la Monnaie. Et c'est surtout le week-end, les samedis 23, dimanche 24, où aura lieu dans toute la Monnaie l'exposition de matériel militaire, de maquettes et de collections privées sur cette thématique de la libération de la Seconde Guerre mondiale. La distribution est faite, je me tais. Merci Président et bonne soirée. Non, on va d'abord demander à tous les conférenciers de se lever pour que vous ayez l'occasion d'applaudir une dernière fois. Allez, maintenant vous avez la bouteille de vin. Bonne soirée à tous, bon retour.